ces films avec une telle conscience, un tel amour, un tel soin, que 20 ans après, en général, ils tiennent le coup. Un film comme Notorious, Les Enchaînés, un film comme Fenêtre sur cour, un film qui va ressortir bientôt comme L'homme qui en savait trop. À mon avis, ils peuvent être en compétition, en concurrence avec n'importe quel film nouveau. Il avait, vous dites dans votre livre, il avait un sens très aigu, très subtil de la publicité. C'était un showman comme ça pour... Oui, oui. oui. Oui, oui, ça aussi, sûrement. Un sens de la publicité qui me faisait, moi, le comparer un peu à Dali. Enfin, oui, oui, il y avait le sens, puisque à l'époque de Notorious, par exemple, le code de censure américain disait qu'un baiser sur les lèvres ne devait pas durer plus de 25 secondes. Bah, il avait trouvé ce truc d'un coup de téléphone et que Ingrid Bergman et Cary Grant allaient se balader à travers toute la pièce avec le téléphone et qu'ils n'allaient pas cesser de s'embrasser. Donc ils s'embrassent 25 fois 25 secondes, vous voyez. C'est le plus long baiser du cinéma. Et puis on pouvait lancer ça en disant le plus long baiser du cinéma. Voilà. Oui, oui, alors il avait... Puis alors un fabuleux manipulateur de journalistes, parce que dans les interviews, il leur racontait ce qu'il voulait, quoi. C'était une mystification, souvent. Oui, mais pas dans le sens de la vantardise, hein, parce qu'il aimait beaucoup faire rire aussi, aux dépens de lui-même. Il avait une des photos les plus célèbres, par exemple, au moment du Festival de Cannes, où les photographes sont toujours très impatients d'obtenir quelque chose de... Eh ben, ça a été cet Hitchcock qui, je crois, il devait peser à peu près une centaine de kilos. Eh bien, on l'a vu entrer dans la mer, tout habillé dans son costume sévère, bleu marine, etc. Entrer dans l'eau, avec l'eau jusqu'aux genoux. Ça a été un des clichés les plus répandus dans le monde cette année-là. C'était une année où Hitchcock était venu à Cannes présenter un film. Il y avait ce sens publicitaire, mais derrière, il y avait le goût, il y avait l'humour et il y avait même une sorte de modestie. Vous l'avez vu, vous, véritablement dans l'intimité, au cours de ce très long entretien qui fait 500 questions, qui est réédité, ce livre maintenant, souvent, et qu'on s'arrache dans les universités américaines et ailleurs. Donc vous l'avez vu, je dirais, dans l'intimité, c'est-à-dire en dehors des projecteurs, en dehors des numéros que l'on fait face à 50 journalistes à Cannes ou ailleurs. Quel était l'homme? Comment l'avez-vous situé? Ah, je ne dirais pas qu'il était entièrement tonique ou entièrement optimiste. C'était un homme qui souffrait. C'était un homme qui souffrait. Moi, j'avais de la compassion pour lui parce que je sentais à quel point il souffrait. Il souffrait déjà de son physique. Il n'a pas aimé son physique. Et il était un amoureux de la beauté. Il aimait la beauté. Il aimait non seulement les belles femmes, comme il l'a montré à travers le casting, la distribution de ses films, mais c'est un homme qui n'avait pas accepté son physique, ça depuis l'enfance déjà. Donc il était un peu à l'écart. Il était, pour toutes sortes de raisons, à l'écart. Il était à l'écart aussi à Hollywood parce qu'il était un Anglais et qu'il trouvait donc les Américains mal élevés. Le fait dans une maison, de se lever, d'aller au frigidaire, chercher une boîte de bière, pour lui, c'était vraiment scandaleux. On n'aurait pas fait ça en Angleterre. Donc il se sentait toujours, pour beaucoup de raisons, il se sentait à l'écart. Donc il n'était heureux que dans son travail qu'il considérait comme une religion. Et encore dans son travail, il n'était pas sûr de lui. Par exemple, il avait un juge sévère qui était sa femme, qui jugeait le scénario, qui ensuite venait aux différentes étapes du montage et qui a été très proche de lui comme collaboratrice jusqu'en 40, après un peu moins proche, enfin plutôt secrète, conseillère secrète, mais enfin qui a eu de l'importance jusqu'à la fin. Et puis ces dernières années ont été quand même tristes parce que c'était un homme qui s'était justement tellement habitué à ce rythme d'un film par an que quand il a compris que ça ne serait plus possible, les dernières années ont été très tristes, et à partir particulièrement de la maladie de sa femme. Sa femme est tombée malade pendant qu'il tournait Frenzy à Londres, et ensuite il savait qu'il ne tournerait pratiquement plus. Est-ce que c'est un homme qui a vécu en marge de son milieu professionnel? Il avait des relations avec d'autres cinéastes américains ou européens? Oui, ça c'est un petit peu dommage, mais il était assez en marge à Hollywood. Il ne jouait pas tout à fait le jeu gentiment, c'est-à-dire le jeu qui consiste pas à la soirée des Oscars, à aller donner un prix à quelqu'un, ça pas tellement. Il était assez proche de George Cukor, je crois, quand il est arrivé en Amérique, il s'est bien entendu avec George Cukor, avec Léo McCarey, avec deux ou trois comme ça. Mais après, il était quand même assez solitaire, oui, assez solitaire, aussi par son indépendance même. Alors, il y a une minute de vérité en ce qui concerne l'œuvre que vous avez vécue en 1973 à New York. Il y a une très grande soirée, je crois hommage à Hitchcock, et au cours de cette soirée, on passe des extraits
Oui. de plusieurs de ses films, c'est-à-dire hors du contexte de l'œuvre, ce qui est toujours une chose terrible pour un cinéaste. Vous regardez ça, vous connaissez pourtant l'œuvre parfaitement, et vous êtes complètement stupéfait parce que chaque séquence en elle-même présentée est un reflet presque global de l'œuvre, et vous dites, j'ai été frappé en voyant tout ça par la sincérité et par la sauvagerie de l'œuvre. Ah oui, une œuvre vraiment sauvage, une œuvre sincère, sauvage, c'est vrai, très forte. C'était les extraits étaient classés par genre. Il y avait les scènes de poursuite, les scènes d'amour, les scènes de meurtre, les scènes de suspense. Et c'est là que j'ai lancé cette formule. Il filme les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Absolument. Parce que vraiment, oui, il y avait quelque chose là de très troublant. On sentait que l'amour chez lui, pour lui, était quelque chose de très grave, de tabou, d'interdit, de sacré, mais enfin que ça n'était pas ordinaire, ça n'était pas anodin, Et quant aux scènes de meurtre, étant donné qu'il estimait que les gens venaient presque pour ça, pour avoir peur, pour éprouver des frayeurs, comme au début de l'invention du cinéma, eh bien, il trouvait toujours le moyen de les dilater le plus possible. Il se donnait un mal fou. C'est là qu'il a instauré le système du storyboard, qui est tellement courant aujourd'hui dans le cinéma publicitaire, dans le cinéma des clips et des choses comme ça. Il a, je pense, été un des premiers à systématiquement faire dessiner toutes les scènes muettes de ces films, de façon à ce que ces scènes muettes soient les plus longues possibles.